Sous la chaleur de la plaine mésopotamienne, un homme trace des signes sur l'argile encore humide. Ses doigts pressent la surface avec une précision rituelle. Il inscrit un nom, une quantité, une date. Autour de lui, le temple respire dans le silence. Il ne sait pas encore qu'il vient d'inventer la première chaîne invisible de l'histoire. Pas une chaîne de fer, pas une corde autour du poignet. Non, quelque chose de bien plus puissant, la dette. Ce moment-là, quelque part entre Uruk et Babylone, il y a près de 5000 ans, c'est le jour où l'humanité a découvert qu'une promesse pouvait devenir une arme. Et depuis, nous vivons tous avec cette arme pointée sur nous. Parce que voilà ce qu'on ne vous dit jamais dans les cours d'économie. La dette est apparue avant l'argent, bien avant. Les premières civilisations anciennes de Mésopotamie ne connaissaient pas les pièces de monnaie. Elles ne manipulaient pas de billets. Elles manipulaient du blé, de l'orge, du bétail. Et surtout, elles manipulaient des promesses. Le commerce existait déjà, mais il reposait sur quelque chose de bien plus fragile et de bien plus fort à la fois. La confiance. Tu me donnes ton grain aujourd'hui, je te rendrai l'équivalent après la récolte. Simple, non? Sauf que cette simplicité-là, elle contenait tout le génie et toute la violence de ce qui allait suivre. Car dès qu'une promesse est écrite, dès qu'elle est gravée sur une tablette d'argile et conservée dans un temple, elle cesse d'être une conversation entre deux hommes. Elle devient un fait, une obligation, un lien qui traverse le temps. Et voici le génie des Mésopotamiens. Ils ont compris que la confiance pouvait être comptée, qu'on pouvait la transformer en chiffres, en colonnes, en registres. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de prière, c'étaient les premières banques de l'humanité. Les prêtres ne servaient pas uniquement les dieux, ils servaient aussi l'économie. Ils tenaient en les comptes, ils enregistraient qui devait quoi, à qui et pour combien de temps. Chaque tablette était une mémoire collective, un contrat social gravé dans la boue. Et cette mémoire-là, elle ne pardonnait pas. Tu pouvais oublier ta promesse. Mais le temple, lui, n'oubliait jamais. C'est ça, la magie noire de la dette. Elle survit à l'oubli. Elle survit même à celui qui l'a contractée. Alors pourquoi inventer un tel système? Pourquoi formaliser ce qui auparavant reposait sur la parole donnée? Parce que les sociétés grandissaient, les villages devenaient des cités, les échanges se multipliaient, les distances s'allongeaient. On ne pouvait plus se contenter de se regarder dans les yeux et de se serrer la main. Il fallait une trace, une preuve. Et surtout, il fallait un moyen de faire circuler la richesse sans la posséder physiquement. La dette, c'était ça, une invention pour permettre au temps de jouer un rôle dans l'économie. Tu n'avais pas besoin d'avoir le grain maintenant, tu pouvais l'avoir plus tard. Mais en échange, tu devais quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'était plus juste du grain. C'était une part de ton avenir. C'était une invention terriblement efficace, parce qu'elle liait les hommes sans chaîne. Elle créait des réseaux invisibles, de dépendance, de solidarité aussi parfois, mais surtout de pouvoir. Celui qui prêtait détenait un levier sur celui qui empruntait. Et dans une société où la survie dépendait de la récolte, où une mauvaise saison pouvait tout anéantir, celui qui contrôlait le crédit contrôlait les destins. Les temples, les scribes, les marchands, tous comprenaient cette logique. La dette n'était pas une faiblesse, c'était une promesse avec une date d'expiration. Et quand cette date arrivait, si tu ne pouvais pas payer, tu perdais quelque chose. Tes terres, ton bétail, parfois ta liberté, parfois celle de tes enfants. Parce que oui, la dette en Mésopotamie pouvait se payer en chair humaine. Quand tu ne pouvais plus rembourser, tu te vendais, ou tu vendais les tiens. L'esclavage pour dette est l'une des plus anciennes formes de servitude de l'humanité. Et elle est née exactement là, dans ces temples silencieux où l'on gravait des noms sur l'argile. Ce n'était pas de la cruauté pour la cruauté, c'était de la logique économique. Si tu ne peux pas honorer ta promesse, alors tu dois compenser avec ce qui te reste. Ton corps, ton temps, ta vie. Et cette logique-là, elle s'est propagée partout, de Sumer à Babylone, de Babylone à Athènes, d'Athènes à Rome. Partout où les hommes se sont mis à compter, ils ont aussi commencé à devoir. Mais il y avait aussi un autre aspect, plus subtil, plus sacré. Les premières dettes n'étaient pas seulement économiques, elles étaient cosmiques. Tu devais aux dieux, tu leur devais la pluie, la fertilité, la protection. Et les prêtres, ces intermédiaires entre le ciel et la terre, te rappelaient constamment cette dette-là. Ils organisaient des rituels, des offrandes, des sacrifices. Et tout cela était comptabilisé. Les temples tenaient les registres des dons, des promesses faites aux divinités. Si tu promettais un bœuf après une bonne récolte et que tu ne le livrais pas, tu ne trahissais pas seulement un homme, tu trahissais l'ordre du monde. La dette était donc aussi un moyen de maintenir la cohésion sociale,
de lier les individus à quelque chose de plus grand qu'eux. Elle transformait des transactions banales en actes de foi. Et puis, il y a eu l'intérêt. Le moment où quelqu'un, quelque part, a eu cette idée brillante et terrible à la fois, pourquoi ne pas faire payer le temps lui-même? Pourquoi ne pas faire croître la dette avec les saisons? L'intérêt, c'est le génie absolu de la dette, parce qu'il transforme une obligation statique en une créature vivante, qui grossit, qui se nourrit, qui ne dort jamais. Tu empruntes 100 mesures d'orge, tu en dois 110 à la fin de l'année. Et si tu ne peux pas rembourser, l'année suivante, tu en dois 120, puis 130. La dette devient un monstre qui se reproduit tout seul. Et ça, c'était révolutionnaire. Parce que ça voulait dire que celui qui prêtait n'avait plus besoin de travailler. Il pouvait vivre du temps qui passe, de l'angoisse des autres, de leur incapacité à tenir leurs promesses. Les rois de Babylone ont compris le danger. Hammurabi, par exemple, ce souverain légendaire du XVIIIe siècle avant notre ère, a publié un code de loi qui incluait des règles très strictes sur la dette. Il limitait les taux d'intérêt. Il interdisait l'esclavage permanent pour dette. Il imposait même des annulations régulières de dettes, ce qu'on appelait les jubilés. Pourquoi? Parce qu'il avait vu ce que la dette faisait à une société. Quand trop de gens sont endettés, quand trop de familles perdent leurs terres, quand trop d'hommes libres deviennent des esclaves, l'économie s'effondre. Les champs ne sont plus cultivés. Les artisans ne produisent plus. Les armées n'ont plus de soldats. La dette, si on la laisse exploser, dévore la société qui l'a créée. Alors les rois intervenaient. Ils effaçaient les ardoises. Ils redonnaient une chance. Mais ce n'était pas de la charité. C'était du pragmatisme. Parce qu'une société où personne ne peut plus consommer, où personne ne peut plus produire, où tout le monde est paralysé par ce qu'il doit, c'est une société morte. Les Mésopotamiens l'ont compris très tôt. Et ils ont inventé quelque chose de fascinant, le reset économique. L'idée qu'il fallait, de temps en temps, remettre les compteurs à zéro pour que le système puisse continuer. Parce que la dette, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas éternelle. Si elle devient trop lourde, elle s'autodétruit. Et elle emporte tout avec elle. Cette tension-là, entre la dette comme outil de pouvoir et la dette comme menace existentielle, elle a traversé les siècles. Quand les Grecs ont développé leurs cités-États, ils ont hérité de ce système. Et eux aussi ont connu les crises. Athènes, au VIe siècle avant notre ère, était au bord de l'implosion sociale. Trop de paysans endettés, trop de terres concentrées dans les mains de quelques riches. Et puis est arrivé Solon, le réformateur. Il a aboli l'esclavage pour dette. Il a annulé les dettes les plus écrasantes. Il a sauvé Athènes en refusant de laisser la dette devenir le seul principe organisateur de la société. Mais il n'a pas aboli la dette elle-même, parce que c'était impossible. La dette était déjà dans l'ADN de toute économie humaine. À Rome, c'était encore plus brutal. La dette était un levier de domination politique. Les patriciens prêtaient aux plébéiens, puis les écrasaient sous les taux d'intérêt. Les guerres civiles romaines, les révoltes d'esclaves, les bouleversements sociaux, ils avaient tous un point commun, la dette. Quand tu dois, tu obéis. Et depuis 5000 ans, le monde obéit. Les empereurs romains, comme leurs prédécesseurs mésopotamiens, ont dû gérer cette réalité. Ils ont parfois annulé des dettes, parfois massacré les créanciers, parfois laissé le système exploser, mais ils n'ont jamais pu s'en débarrasser, parce que la dette est plus qu'un outil économique. C'est une structure mentale, une façon de penser le temps, les relations, les obligations. Une fois qu'elle est installée, elle ne part plus, et elle s'est perfectionnée. Au fil des siècles, elle est devenue plus sophistiquée, plus abstraite, plus invisible. Les tablettes d'argile sont devenues des parchemins, puis des livres de comptes, puis des lignes dans des ordinateurs. Mais le principe reste le même. Quelqu'un inscrit ton nom, une somme, une date. Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus tout à fait libre, parce qu'une part de toi appartient désormais au futur. Une part de toi est hypothéquée. Tu peux vivre, travailler, aimer, rêver, mais il y a toujours cette ombre qui te suit, ce que tu dois. Ce qui est fascinant, c'est que la dette a créé la civilisation autant qu'elle l'a menacée. Sans elle, pas de grands projets, pas de temples, pas de palais, pas de routes, pas de flotte commerciale. Parce que tout ça nécessite de mobiliser des ressources avant qu'elles n'existent. Il faut pouvoir dire « je vais construire maintenant et je paierai plus tard ». La dette, c'est le carburant de l'ambition collective. C'est ce qui permet aux sociétés de se projeter, de grandir, de conquérir. Mais c'est aussi ce qui les rend fragiles. Parce que quand les promesses sont trop grandes, quand les ambitions dépassent les capacités, quand le futur qu'on a hypothéqué ne se réalise pas, alors tout s'écroule. Les Mésopotamiens avaient compris ça.
Ils savaient qu'ils jouaient avec le feu, et ils ont essayé de le contrôler. Ils ont créé des institutions, des lois, des rituels. Ils ont inventé la comptabilité, l'administration, le droit des contrats. Tout ça pour encadrer la dette, pour l'empêcher de dévorer le monde. Mais ils ont aussi compris qu'on ne pouvait pas vivre sans elle. Parce que la dette, au fond, c'est la confiance matérialisée. C'est l'idée qu'on peut faire des promesses qui tiennent dans le temps, que les hommes peuvent se lier les uns aux autres au-delà de l'instant présent. Et ça, c'est la base de toute vie sociale, de toute économie, de toute politique. Alors quand on regarde ces premières tablettes d'argile, avec leurs colonnes de chiffres et leurs noms gravés, on ne voit pas seulement un système comptable, on voit l'invention de quelque chose de bien plus grand. L'idée que le temps peut être capturé, que les promesses peuvent être transformées en obligations, que le pouvoir peut être exercé à distance, sans violence visible. Et cette invention-là, elle a changé l'humanité pour toujours. Elle a fait de nous des êtres capables de construire des empires, mais aussi des êtres perpétuellement enchaînés à ce que nous devons. Depuis ce jour-là, dans ce temple mésopotamien silencieux, personne n'est vraiment libre. Nous devons tous quelque chose, à quelqu'un, à quelque chose, à un système que nous ne voyons même plus. Et peut-être que c'est ça, le plus grand génie de la dette. Elle est devenue invisible. On ne voit plus les tablettes d'argile, on ne voit plus les scribes. Mais le mécanisme tourne toujours. Quelque part, un ordinateur inscrit ton nom, une somme, une date, et le cycle continue. Parce que la dette n'est pas un accident de l'histoire, c'est son moteur,